Bonjour à toutes et tous, chers collègues. Alors après notre déplacement hier à Bruxelles, qui fut riche d'enseignements, en particulier dans le cadre de nos échanges avec la Commission européenne, nous aurons l'occasion d'y revenir. Nous reprenons aujourd'hui les travaux de notre commission d'enquête en nous intéressant cette fois-ci à la commande publique hospitalière. Les achats des établissements publics de santé représentent environ 25 milliards d'euros par an, un montant considérable dont les retombées sur le tissu économique français et européen ne peuvent qu'être significatives. Après avoir entendu la direction des achats de l'État, la DAE, et les différentes catégories de collectivités territoriales, il nous a paru important de recevoir les principaux acteurs du monde hospitalier pour évoquer avec eux les enjeux qui s'attachent à la politique d'achat des établissements publics de santé. Il s'agit de mesurer s'ils sont similaires à ceux des autres acheteurs publics, comme la prise en compte des considérations sociales et environnementales, l'amélioration de la performance de la dépense publique ou encore le soutien à l'innovation. Lors de notre déplacement à Vannes le 28 avril dernier, nous avons également échangé avec les équipes du groupement hospitalier Brocéliande Atlantique qui nous ont fait part des difficultés et contraintes qui pèsent sur eux. Ils ont en particulier regretté l'absence d'incitation à adopter des comportements d'achat plus vertueux et ont évidemment posé la question des moyens qui étaient à leur disposition. Nous avons donc aujourd'hui le plaisir d'accueillir Madame Marie Daudet, directrice générale de l'offre de soins, et Véronique Chasse, chef de la mission Achat en santé, Madame Cécile Chevance, responsable du pôle offre, et Monsieur Jean-François Husson, un autre Jean-François Husson, chargé de mission produits de santé de la Fédération hospitalière de France, parce qu'il y en a un qui est bien connu dans cette maison, Monsieur Walid Benbrahim, directeur général de l'Union des hôpitaux pour les achats, et enfin Monsieur Dominique Legouge et Madame Angélique Dizier, respectivement directeur général et directrice générale adjointe du réseau des acheteurs hospitaliers. Merci pour votre présence. Je vous informe que cette audition sera diffusée en direct sur le site du Sénat et fera l'objet d'un compte-rendu publié. Je vous rappelle également qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête sera passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal, soit 75 000 € d'amende et jusqu'à 5 ans d'emprisonnement, voire 7 ans en fonction des circonstances. Je vous invite donc à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Veuillez, s'il vous plaît, lever la main droite et dire « je le jure » l'un après l'autre en appuyant sur le bouton de votre micro. Monsieur Benbrahim. Je le jure. 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 Je vous remercie. Vos témoignages vont nous permettre d'affiner le panorama global de la commande publique que nous construisons pas à pas depuis près de 3 mois avec monsieur le rapporteur et les collègues membres de notre commission d'enquête. Nous vous serions donc gré de bien vouloir nous exposer en premier lieu les spécificités de la commande publique en matière de santé, qui ne dispose pas d'un cadre réglementaire particulier, contrairement par exemple aux achats de défense. Cela suscite-t-il selon vous des difficultés particulières ? Quelles sont les solutions que vous avez identifiées pour lever ces obstacles ? Vous pourrez également nous présenter à cette occasion la manière dont ces établissements favorisent, via leur politique d'achat, l'innovation en santé, l'accès des entreprises locales au marché public ou encore l'intégration de considérations sociales et écologiques. Et on peut penser en particulier au respect de la loi Egalim. Par ailleurs, les centrales d'achat jouent un rôle majeur dans le secteur de la santé. Elles permettent de décharger l'hôpital de la passation de marchés complexes pour lui permettre de se concentrer sur son cœur d'activité, à savoir le soin. Néanmoins, ces centrales sont régulièrement mises en cause. Alors là, on ne parle pas spécifiquement des centrales à caractère sanitaire, mises en cause par les acheteurs publics eux-mêmes, qui mettent notamment en avant des tarifs parfois plus élevés que ceux du marché. La situation est-elle la même dans le secteur hospitalier ? Je vous laisse maintenant la parole pour un propos liminaire d'une dizaine de minutes par structure représentée. Ensuite, monsieur le rapporteur vous interrogera, tout comme les collègues membres de notre commission d'enquête. Je vous laisse commencer, Madame Daudet.
Allons-y, merci beaucoup. Bonjour à tous. Peut-être rappeler rapidement que les achats hospitaliers, ça représente effectivement près de 35 milliards d'euros et que ça fait du secteur de la santé l'un des 4 grands acheteurs publics avec l'État, la défense et les collectivités territoriales. Et ça représente à peu près 20% des achats publics. Et dans une structure médecine, chirurgie, obstétrique, on a à peu près, on dit que les achats représentent à peu près 30% du budget global de l'établissement. Parmi ces 35 milliards d'euros, on a à peu près 60% de produits de santé, 20% de frais généraux et 8% de travaux, prestations techniques et énergie. On pourra revenir sur ce détail-là ensuite si vous le souhaitez. Peut-être rappeler aussi rapidement quel est le périmètre des personnes qui sont assujetties à la commande publique, donc les établissements publics de santé, les structures de coordination GCS GIP et certains établissements à but non lucratif, notamment Unicancer, le groupe Unicancer. Peut-être dire aussi que la commande publique a été et toujours pour le secteur hospitalier à la fois un levier de performance et à la fois un levier de politique publique. Vous en avez cité un certain nombre, on pourra y revenir, des politiques publiques pour l'État. Sur la performance, ce qu'on peut dire, c'est que le Code de la commande publique décrit aujourd'hui un processus achat, comme il en existe d'ailleurs dans toutes les organisations, et que ce processus est là d'abord pour privilégier la qualité et le moindre coût. Et côté État, on est aussi redevable de pouvoir veiller à la performance de ce processus et notamment à veiller au fait que ce qu'on appelle les gains achats soient effectivement réalisés dans les structures hospitalières chaque année. Les 2 grands leviers étant traditionnellement la mise en concurrence et la massification, mais on peut en ajouter d'autres qui se sont ajoutés au fur et à mesure et qui sont eux aussi générateurs d'économie et de qualité, que ce soit le calcul en coût complet, la gestion des panels de fournisseurs et puis la définition précise des besoins. Donc pour nous, la commande publique et les règles qui vont avec ne sont pas qu'un outil juridique, c'est d'abord un levier qui doit permettre une performance, encore une fois, d'avoir la meilleure qualité en recherchant le juste prix. Je vous disais tout à l'heure que le bilan était plutôt positif. Par exemple, si on prend l'année 2024, on a à peu près atteint notre objectif de gain achat à peu près à hauteur de 96%, puisqu'on est à près de 352 millions d'euros de gains achats, la massification de l'achat représentant 35% des dépenses d'achat hospitalier. On le mesure avec les 2 centrales nationales spécialisées dans la santé que vous avez là et qui couvrent respectivement pour Uniachat 6,7 milliards d'achats et pour le RESA 2,8 milliards. La centrale nationale UGAP pour à peu près 800 millions et 8 centrales régionales spécialisées dans la santé. On a d'ailleurs créé au sein de la DGOS une mission spécifique qui est la mission performance hospitalière pour des achats responsables qu'on appelle la mission phare et c'est Véronique Chasse à ma droite qui en est la responsable, la directrice, pour accompagner la structuration, l'optimisation et la professionnalisation de ces achats hospitaliers et notamment identifier les différents leviers de performance, préciser la méthodologie sur les gains achats et accompagner la structuration du secteur. Donc ça, c'est le premier axe important pour nous des outils afférents à la commande publique, c'est tout cet axe d'amélioration de la performance. Le deuxième axe est un levier, la commande publique est un levier aujourd'hui de politique publique et ça devient de plus en plus cela, de plus en plus un levier de politique publique et à ce titre, très probablement que ce sont des outils qu'il va falloir faire évoluer et c'est d'ailleurs en ce sens que l'on travaille en lien avec la direction des affaires juridiques de Bercy pour retravailler sur le contenu des futures directives européennes puisque aujourd'hui la dernière version
des règles de la commande publique datant de 2019, avec des directives européennes qui ont été révisées en 2014. Les enjeux, surtout en post-crise Covid, post-crise sanitaire, ont quand même beaucoup bougé pour le secteur de la santé. Et ces nouveaux enjeux, il nous faut pouvoir y faire face. Quels sont-ils? Ce sont les tensions d'approvisionnement des produits de santé, avec tout le sujet notamment des achats dits souverains, dont les outils qu'on a aujourd'hui ne nous permettent pas de pouvoir faire face à cette problématique, ou en tout cas pas de façon totalement satisfaisante. On pourra revenir, si vous le souhaitez, sur le travail qui a été fait, notamment les différentes instructions de ma direction sur ces fameux achats souverains et les premiers crédits qu'on commence à déléguer depuis 2 ans maintenant, mais avec une intensification forte début 2025 pour couvrir les coûts de l'année 2024. Troisième politique publique, c'est tout ce qui est achat durable. Vous l'avez cité, avec l'ambition d'un zéro carbone en 2050 et des obligations qui sont croissantes, que ce soit sur le plan national des achats, enfin avec le plan national des achats durables, avec une cible en 2025 qui est que 100% des marchés devront comporter une considération environnementale et 30% une considération sociale. Ces objectifs ne sont aujourd'hui que partiellement atteints pour le secteur hospitalier public. On pourra vous donner les résultats, même si on note une progression régulière. Avec un certain nombre de règles qui ont été dictées ces dernières années, que ce soit la loi Egalim, la loi AGEC, le décret tertiaire, la loi climat et résilience d'août 2021, et le fameux SPACER, schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables, qui est issu de la loi Industrie verte d'octobre 2023. Est-ce que vous pourriez juste, si vous les avez, nous donner les chiffres sur le pourcentage des marchés intégrant une considération sociale, une considération environnementale? Tout à fait. Je les ai ici. Sur les achats donc, durables, sur les clauses environnementales, en 2022, on avait 25%, 25% des marchés qui en comprenaient une. Et en 2023, en 2022, 13%, passé en 2023 à 25% sur le nombre, en nombre, et en montant, on est passé de 15% à 50% sur les clauses environnementales. Sur les clauses sociales, en nombre, on est passé de 3 à 6%, ça reste donc entre 2022 et 2023, et en montant, on est passé de 9% à 14% sur les clauses dites sociales. Donc c'est des résultats qui ne sont encore que très partiels. Oui. Sur Egalim, vous avez simplement au global, sans entrer dans le... Alors, sur Egalim, est-ce qu'on a cela? Vas-y, complète. On l'a effectivement sur Egalim, excusez-moi. Sur Egalim, pardon, excusez-moi, oui, effectivement. Alors, sur Egalim, donc pour le secteur de la... Alors, on a un chiffre, en fait, agrégé, secteur de la santé et médico-social, en fait. Donc, pour le bilan 2024, on a respectivement 4 et 5% de produits biologiques et 14 et 17% de produits durables et de qualité. Donc, versus les 50 et les 20 exigés dans Egalim. Merci beaucoup. Quatrième, le type de politique publique, c'est tout ce qui est achat d'innovation, et peut-être cinquième axe, tout ce qui est diversité des opérateurs économiques, avec un attachement spécifique, vous l'avez cité, au fait que les opérateurs économiques puissent être diversifiés et que les PME puissent avoir toute leur place dans l'achat public, puisqu'elles sont porteuses de développement territorial, d'innovation et de circuits courts. Là aussi, on a, je crois, les chiffres de la part des PME dans les différentes, dans les différents, par rapport au sein des différents opérateurs économiques, on était en 2022 à 47% et on est passé en 2020.
ça s'est resté relativement stable. Et donc, c'est un peu moins de la moitié. 47% en 2022, 44% en 2023. En montant, en revanche, ça augmente puisqu'on est... alors, ça diminue. On est de 27% en 2022 à 17% en 2023. Donc, on a quand même, entre ces 2 années, une décroissance de la part des PME. Mais ça reste, notamment en nombre, une partie importante des opérateurs économiques partenaires. Je le disais tout à l'heure, et ça va être la conclusion à laquelle on arrive, face à ces leviers, au fait que la commande publique reste un levier pour nous, et notamment pour les pouvoirs publics, de mise en œuvre et de renforcement de certaines de nos politiques publiques. Aujourd'hui, on ne peut que constater que les outils ne sont plus totalement adaptés à la réalité de ce à quoi on doit faire face et que je viens dénoncer. Et donc, face à tous ces constats, on estime qu'il faut que l'évolution de la commande publique et des règles est nécessaire. Et c'est à ce titre qu'on discute donc notamment avec Bercy, dans le cadre d'un groupe de travail piloté par la DGOS, mais en lien avec les centrales, pour proposer les évolutions suivantes, avec notamment l'introduction dans les directives de la notion de sécurité sanitaire, le fait de renforcer les objectifs de souveraineté et de favoriser la réindustrialisation locale, de prévoir un dispositif spécifique pour faire face aux crises de toute nature et de prévoir la possibilité de réserver un pourcentage des marchés d'un montant élevé aux PME pour éviter justement éventuellement la décroissance que j'évoquais tout à l'heure. Et enfin, le renforcement de la prise en compte des critères environnementaux. Donc, comme vous le savez, ces directives, elles sont en cours de négociation à Bruxelles jusqu'en 2026. Et donc, on espère pouvoir travailler là-dessus. On discute aussi, et notamment dans le cadre de la loi sur la simplification de la vie économique, de la hausse des seuils. Vous avez certainement des interrogations là-dessus, puisque la France a établi des seuils intermédiaires, 40 000, 90 000 et 100 000 euros, différents donc, par rapport à ceux qui sont prévus aujourd'hui par la Commission européenne. Les députés viennent de voter le passage du seuil de 40 000 à 100 000 euros pour tout, quel que soit le type d'achat, et pour permettre justement aux PME qui disent avoir des difficultés d'accès au marché public à être sélectionnées plus facilement. Il faut qu'on puisse, et on aura l'occasion d'en discuter ou d'en échanger aujourd'hui, il faut qu'on puisse mesurer les effets que cela pourrait avoir, notamment sur les établissements, sur les process et sur les process qui sont les leurs. Enfin, on a travaillé avec la NAP au sein de la DGOS à une nouvelle feuille de route des achats publics, et en lien aussi avec nos partenaires et notamment les centrales d'achat, qui comporte 3 axes qui sont ceux que je viens d'énoncer en réalité, le pilotage de la performance, les produits de santé et les futurs enjeux, et puis les pratiques et les processus achats. Cette feuille de route est encore en cours d'échange et de discussion. Voilà ce que je peux dire. Je ne serai pas plus longue en introduction. Peut-être pour rappeler juste que pour nous, la commande publique participe à la mise en œuvre des politiques publiques et qu'elle demande à être ajustée, notamment face aux nouveaux enjeux de résilience de l'achat, tout en gardant cette professionnalisation des fonctions achats qui nous permet, nous, et auquel on tient, parce que cela nous permet de mieux acheter à moindre coût. Merci beaucoup. On passe à la Fédération hospitalière de France. Madame Chevance. Merci. Alors effectivement, on a des chiffres très similaires à ceux que vient d'exposer Marie Daudet sur le montant des achats. On identifie effectivement environ 35 milliards d'achats, y compris l'investissement, donc tout ce qui est travaux, équipements lourds. Oui, simplement pour que ce soit compréhensible pour les personnes qui nous regardent, on avait annoncé, nous, 25 milliards, parce que c'était
la dernière donnée qui était disponible. Il y a eu des actualisations au cours des 2 dernières années, donc merci de nous fournir ce chiffre. On n'est simplement pas sur la même temporalité. Voilà, Merci. là ce sont les derniers chiffres 2024, alors ce sont des estimations parce que les comptes ne sont pas encore complètement arrêtés. Peut-être également souligner la diversité des produits et des prestations achetés par l'hôpital public, que ce soit des achats courants de fonctionnement, des achats innovants, vous l'avez dit également, une spécificité avec des achats importants en termes de produits de santé, médicaments, dispositifs médicaux et matériels médicaux lourds. Donc ça fait un panel d'achats qui est extrêmement diversifié, et effectivement on arrive au constat que ça représente pour les achats d'exploitation environ à 30% des charges de fonctionnement et 35% si on embarque les achats d'investissement. Donc les hôpitaux publics sont également des acteurs importants dans le tissu économique, aussi bien local, territorial, national, et créateurs de valeurs, pas seulement sociales ou de prise en charge en matière de santé, mais y compris économique. On souhaite également rappeler que l'achat et la commande publique doivent être encadrés par des règles strictes, et le Code de la commande publique nous semble répondre à ces exigences. L'utilisation de l'argent public doit répondre à des règles exigeantes soumises à des contrôles, garantissant le bon contrôle des deniers publics, le bon usage des deniers publics, et le respect de règles déontologiques comme l'égalité de traitement, la transparence des procédures, la liberté d'accès. Et donc c'est un code qui nous semble avant toute chose également protecteur pour les entreprises soumissionnaires. Pour autant, il nous semble également essentiel de trouver un équilibre et d'accorder également de la souplesse, notamment en matière de négociation. On aura peut-être l'occasion d'y revenir en termes de levier et de propositions d'action, de simplifier les procédures afin de ne pas alourdir des contraintes déjà nombreuses qui pèsent sur les hôpitaux publics, et laisser les acheteurs, comme l'a souligné Marie Daudet, déployer des stratégies d'achat performantes à leurs acheteurs, que ce soit directement les établissements et les GHT, ou évidemment les centrales d'achat. Une difficulté peut-être à souligner, c'est les difficultés de trésorerie que peuvent rencontrer certains établissements publics du fait d'une situation financière dégradée, ce qui induit des délais de paiement qui peuvent être importants, d'ailleurs dont on voit la dégradation au fil des années, ce qui du coup peut impacter en termes d'achat une absence de réponse ou une intégration dans les tarifs proposés par les soumissionnaires de ces délais en fonction de la situation des établissements. Donc si vous le souhaitez, on peut avoir des chiffres, mais aujourd'hui, selon l'Observatoire des délais de paiement, on est en 2023 à 61,2 jours de délai de paiement global. On n'a pas les chiffres complets pour 2024, mais on sait que la situation se dégrade. On est sur une dégradation de l'ordre de 16% entre 2019 et 2024. Souligner également que la mutualisation de la fonction achat permet la professionnalisation des équipes, des acheteurs, la mutualisation de l'expertise et des moyens, et c'est pour nous un levier de performance de la commande publique, alors que ce soit là aussi au niveau territorial, régional ou national, qu'il s'agisse des GHT ou de recours à des contrats conclus par les groupements et centrales d'achat. Et puis souligner, comme ça a été fait également, que c'est également un levier de transition écologique du secteur public en général, sachant que le système de santé et les hôpitaux publics sont particulièrement impactants pour l'environnement, notamment en émissions de gaz à effet de serre, avec pour la moitié la production et la prescription de médicaments et de dispositifs médicaux que les établissements achètent. Donc c'est un levier d'action également important. Donc on a, comme vous l'avez souligné, nombreuses obligations en matière d'achat qui s'imposent aux établissements de santé, que ce soit en matière d'achat de produits de restauration de qualité ou bio, qui sont également plus onéreux, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, verdissement des parcs de véhicules lors du renouvellement, interdiction de certains produits en plastique, et puis les enjeux d'économie circulaire, d'achat national et local, on aura l'occasion d'y revenir dans les leviers, sont également des leviers importants, mais comme ça a été souligné, pas forcément faciles à mobiliser dans le cadre du droit actuel. Alors on a identifié des leviers d'amélioration, que ce soit en termes d'efficience, de simplification, de souveraineté
nationale ou européenne, et également d'économie circulaire et de transition écologique. Et je vais passer la parole à Jean-François Husson pour exposer les pistes principales, et on aura l'occasion, de toute façon il y a un questionnaire assez touffu qui permettront de plus développer. Bien. Donc dans les leviers d'amélioration, effectivement, il y a un sujet sur l'efficience et Cécile Chevance le rappelait, renforcer la mutualisation des équipes et des compétences, des expertises, poursuivre la professionnalisation des équipes achats, aussi bien sur le volet juridique que sur le volet technique, pour travailler sur l'amont de l'achat avec la définition du juste besoin, éviter la prolifération des références, le sourcing, les calculs complets, mais aussi bien l'aval qui est aussi une vraie source d'efficience sur la logistique, le process approvisionnement, notamment les commandes en urgence, la gestion des ruptures d'approvisionnement. Dans les leviers d'efficience également, il y a un sujet qui anime les établissements, c'est le fait de pouvoir à nouveau qualifier certaines offres trop chères comme étant inacceptables. Aujourd'hui, la vision du Conseil d'État sur la question restreint les acheteurs à juste évaluer l'acceptabilité d'une offre au regard des capacités budgétaires des établissements, et non pas en lien avec la valeur du produit. Honnêtement, au niveau des procédures d'achat, cela pose quand même certaines difficultés, alors même que les acheteurs sont tout à fait compétents pour juger de la valeur d'un produit au regard d'indices et de benchmark. Dans le même esprit, il s'agit également de lutter contre les ententes et les prix disproportionnés qui sont parfois pratiqués par certains prestataires. À ce sujet, on souhaiterait quand même avoir un partenariat renforcé avec la direction de la DGCCRF, avec un retour accéléré pour pouvoir également expertiser ces sujets que l'on peut constater aujourd'hui en lien avec des augmentations de prix sur certaines activités. En termes de simplification, pour nous, le sujet qui est remonté des établissements, c'est qu'il faut renforcer les possibilités de négociation des acheteurs publics. Aujourd'hui, la négociation dans la commande publique, elle est quand même bien restreinte par rapport à ce qui a été le cas il y a quelques années, et en particulier la négociation à l'issue de procédures d'achat concurrentielles infructueuses, pour qu'on puisse un peu recaler les offres par rapport à nos exigences. Dans les sujets souveraineté qui ont été abordés, donc c'est un sujet qui est traité en partenariat avec la DGOS sur les achats souverains sur des produits identifiés. On souhaiterait disposer de leviers pour recourir plus facilement à des achats européens, nationaux, voire locaux. Aujourd'hui, les règles de la commande publique nous autorisent à le faire. Dans certains cas, ces dispositions prennent la forme de marchés réservés à des opérateurs européens. Et un des leviers qui serait intéressant à activer, c'est de passer de ces achats européens, marchés réservés, excusez-moi, à des critères de choix favorisant les opérateurs nationaux et européens. Concernant la transition écologique et l'économie circulaire, il a été dit qu'effectivement les achats hospitaliers peuvent contribuer à la transformation écologique des établissements en santé, transformation écologique en santé. Aujourd'hui, les critères de choix dans les procédures d'achat les critères de choix intégrant des considérations environnementales peuvent être utilisés. Le problème que l'on constate, c'est qu'on manque aujourd'hui de référentiels communs pour pouvoir juger de l'impact environnemental des produits qu'on achète. Voilà. Donc c'est un travail qui a été mené avec la Direction générale des entreprises, notamment sur le bilan carbone des médicaments. Il y a eu également des initiatives par les sociétés, par l'association des entreprises du dispositif médical sur un éco-score dispositif médical. Aujourd'hui, ce sont des outils que nous pouvons utiliser, mais qui sont encore un petit peu jeunes et pas très matures. Enfin,
un sujet sur l'économie circulaire et la possibilité d'acquérir des produits de seconde main. Donc ça, c'est une possibilité qui a été introduite récemment avec un seuil de passation, avec une dispense de passation de marché formalisée en dessous de 100 000 euros. Donc ça, c'est un sujet que l'on trouve intéressant à défendre, avec toutefois, bon, effectivement, toujours un point d'attention sur le respect des règles générales de la commande publique. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Ben Brahim. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames, Messieurs, vous présentez en quelques mots UniAchat, l'Union des hôpitaux pour les achats, qui a été créée en 2005, donc il y a 20 ans, par et pour les hôpitaux. Donc c'est un groupement de coopération sanitaire sous une forme originale dont la mission est d'organiser les procédures d'achat pour le compte de ses adhérents. Quelques particularités de notre structure. Déjà, donc, nous sommes un groupement de coopération sanitaire et nous ne pouvons donner des prestations qu'à nos adhérents. Donc, nous ne pouvons pas intervenir en dehors de ce périmètre. Nous avons un modèle économique qui là aussi est très particulier et fait la particularité d'UniAchat, un modèle à la fois frugal et vertueux, puisque l'ensemble de nos charges sont couvertes non pas par des prestations que nous vendons, mais par des cotisations que nous facturons à nos adhérents et exclusivement à nos adhérents. Donc nous n'avons aucune source de financement de la part des fournisseurs et un budget très frugal dont je parlerai tout à l'heure. On a également en particularité une gouvernance hospitalière, puisque le groupement de coopération sanitaire dont je suis le directeur général est administré par une directrice générale de CHU, en l'occurrence le CHU de Limoges, le bureau du conseil d'administration étant entièrement composé d'hospitaliers, de médecins, de directeurs, de pharmaciens qui gouvernent au quotidien notre groupement de coopération sanitaire. Nous avons 80% de nos adhérents qui sont des 1477 adhérents, très exactement, qui sont des hôpitaux publics, et ça représente 95% du volume d'achat consommé. Je vous donne les chiffres de 2024, donc nous sommes vraiment très tournés vers le secteur hospitalier qui est notre première mission. La modalité principale d'accès à nos marchés, de passation de nos marchés, le groupement de commandes, ce qui là aussi est une particularité puisque ce mode de passation fait que les hôpitaux s'engagent à aller sur le marché UniAchat avant même de savoir, sur la base d'une quantification, avant même de savoir qui sera le titulaire et pour combien de temps et pour quel prix. Donc c'est un levier de négociation assez puissant qui nous permet d'avoir des modalités assez intéressantes sur le marché. Nous avons également un ancrage hospitalier très fort puisque nous avons 14 sites sur l'ensemble du territoire et ces sites sont dans les hôpitaux, c'est-à-dire que nos acheteurs et nos équipes d'achat sont au contact des services de soins et ce qui garantit là aussi une passation de marché au plus proche des besoins des établissements de santé. Quelques chiffres sur nos activités 2024, donc les chiffres vont être un tout petit peu actualisés par rapport à ce que disait Madame la Directrice Générale de l'offre de soins. Nous avons réalisé 7,6 milliards d'euros d'achats sur cette année 2024, dont 5,2 milliards d'euros en produits de santé. Ce qui est notre particularité également, c'est que nous avons une très forte activité sur les produits de santé. Produits de santé, ce sont les médicaments, les dispositifs médicaux que nous trouvons à l'hôpital. Ensuite viennent l'énergie, les équipements médicaux dans leur globalité et des fournitures et services. On achète à peu près tout ce qu'on peut trouver à l'hôpital, sauf les prestations de travaux qui sont réalisées en interne et c'est compréhensible. J'ai cité nos 1477 adhérents, 143 agents à UniAchat et avec un budget de fonctionnement de 18,5 millions d'euros en 2024, ce qui fait la frugalité de notre modèle puisque nous avons un coût de 250 euros par tranche de 100 000 euros d'achat, ce qui là aussi est un modèle de frugalité sur un mode d'achat intermédiaire, c'est-à-dire que nous ne faisons pas, comme d'autres centrales, soit nationales ou dédiées à la santé, nous ne faisons pas d'achat-revente. Nous mettons à disposition uniquement des marchés à destination de nos adhérents. Également un mode de fonctionnement financier qui fait que s'il y a donc un excédent qui est constaté sur une année N, il est rendu aux adhérents l'année N+1 sous forme de réduction de l'abonnement et donc de la cotisation. Donc c'est un modèle qui là aussi est très vertueux. Est-ce que vous pourriez nous donner simplement quelques précisions sur vos implantations ultramarines, s'il y en a ? Nous n'en avons pas.
D'accord. Mais les hôpitaux ultramarins font partie de notre groupement et nous avons un attachement particulier à ces établissements. J'ai vu dans le questionnaire qu'il y a une question là-dessus à laquelle nous allons nous attacher à répondre précisément. Je vous remercie. Vous pouvez reprendre, pardon. Quelques éléments en lien avec le périmètre de votre mission, si je peux me permettre. D'abord, UniHA est moteur d'efficience depuis maintenant 20 ans. L'efficience au sens de la qualité au meilleur prix. La qualité des produits que nous proposons aux établissements est bien sûr la première préoccupation, mais c'est également un groupement qui génère des gains substantiels d'achat, qui, après une période liée à l'inflation en 2022-2023, se sont un peu tassés, mais sont repartis à la hausse, puisque nous avons une augmentation des gains de 17% entre 2023 et 2024. Nous contribuons à hauteur de 114 millions d'euros aux gains totaux qui ont été cités par la directrice générale de l'offre de soins. Nous avons une activité d'optimisation des prix, optimisation des services qui sont liés aussi aux établissements et notamment à l'approvisionnement des produits. Et nous avons une mission également de suivi d'exécution. Nous assistons les hôpitaux dans l'exécution des marchés. Nous n'exécutons pas les marchés pour les hôpitaux, mais nous les aidons, notamment lorsqu'il y a des difficultés, des contentieux avec les fournisseurs. UniHA est également et joue un rôle de levier de performance et de transformation du système de santé et du système hospitalier. Je reprendrai quelques thématiques qui ont été citées juste avant. D'abord, au-delà de l'efficience, la première préoccupation, c'est la sécurité d'approvisionnement. Quand on achète des produits de santé, on est évidemment très sensibilisé à ce sujet-là. Nous avons effectué un très gros travail depuis maintenant 6 ans et même avant la crise sanitaire, de modification en profondeur de nos façons d'acheter. Pour vous donner un exemple, aujourd'hui, 80% de nos marchés de médicaments sont multi-attribués, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas attribués à un seul fournisseur, mais ils sont attribués à plusieurs fournisseurs. J'y reviendrai sur l'allotissement. Nous avons très largement diversifié notre sourcing et nous avons eu également une capacité très forte à mobiliser des fournisseurs français et européens dans le cadre réglementaire qui nous est donné, qui certes, je rejoindrai les propositions de mes collègues sur des évolutions souhaitables, mais nous permet déjà de faire pas mal de choses. Deuxième élément, la durabilité. Nous avons également pleinement intégré les objectifs législatifs européens et réglementaires, notamment la loi Industrie verte. Nous avons en 2024 66% de nos marchés qui intègrent une clause ou un critère environnemental, 22% pour une clause ou un critère social, et nous sommes fixés en interne, évidemment, les objectifs de la loi Industrie verte pour les prochaines années. Nous sommes plutôt confiants dans notre capacité à y arriver. Nous avons élaboré également un SPASER et nous avons là aussi dans le bilan carbone de nos achats un rôle très important, puisque 50% du bilan carbone d'un hôpital aujourd'hui est lié à l'achat. Et à l'intérieur de ce bilan carbone, 60% sont liés aux produits de santé. Donc évidemment, notre responsabilité, elle est importante compte tenu de notre poids. Et nous avons d'ores et déjà, en 2023, réalisé une analyse de cycle de vie complète sur un médicament anti-infectieux, en partenariat avec un industriel, puisque nous sommes convaincus que ces sujets-là doivent être travaillés de manière partenariale avec les industriels du médicament. Et nous allons également intégrer dès cette année, dans un appel d'offres que nous lançons en ce moment même, une méthodologie d'évaluation du bilan carbone des médicaments qui nous permettra, au même titre que on peut noter les offres en fonction des prix, on pourra noter également les offres de médicaments en fonction de leur poids carbone et donc faire économiser des tonnes de CO2 aux établissements. Nous avons enfin sur la durabilité des lots réservés à des établissements de type ESAT. Je donne pour exemple un lot de traitement de déchets qui était réservé à un ESAT en 2024 pour un peu plus de 2 millions d'euros de commandes par an. Nous avons également un rôle, ça a été dit et c'est particulièrement important, dans la stimulation de l'innovation et du tissu économique national, local, européen même, compte tenu de notre positionnement sur les produits de santé. Une chose que je dis souvent, ce n'est pas parce qu'on centralise les procédures qu'on centralise les offres. Et nous avons une très forte capacité à faire travailler des PME qui aujourd'hui représentent 60% de nos titulaires, 20% des volumes d'achat que nous réalisons, que les hôpitaux réalisent avec les marchés d'UniHA, sont réalisés par des PME. Et c'est important de le souligner parce qu'on peut assez vite faire le raccourci entre une grande centrale nationale, un grand groupement national comme nous le sommes, et le fait de faire travailler uniquement des industriels. Les faits démontrent le contraire. Nous avons également, en termes
d'allotissement, une pratique systématique de l'allotissement. Pour vous donner quelques points de repère, en moyenne, un marché représente 17 lots à une IHA. Sur les marchés de produits de santé, ça va même jusqu'à 32 lots. Et nous avons un marché d'anti-infectieux que nous lançons en ce moment même qui représente 757 lots. Et chaque lot a une procédure spécifique. Chaque lot a des critères de choix pondérés différemment. Chaque lot peut avoir aussi des multi-attributions. Donc c'est un travail très fin qui permet ensuite de faire vivre un certain nombre d'entreprises françaises, européennes. Nous travaillons avec les services du ministère de l'économie et des finances sur un certain nombre de programmes dédiés à la stimulation aussi du tissu économique local, puisque les start-up notamment, étant confrontés à des difficultés à lever des fonds depuis 2 ou 3 ans, ont besoin de la commande publique. Et nous travaillons avec le programme Je choisis la French Tech ou le programme Étincelle, qui nous permet également de contribuer à cette vivacité de notre tissu économique. Enfin, en termes de souveraineté, le fait de travailler par filière, les équipes d'achat d'UniAchat sont organisées par filière spécialisée, nous permet là aussi d'identifier du sourcing jusqu'au marché les entreprises locales et de les faire travailler. Je donne là quelques exemples un peu emblématiques, par exemple d'un médicament pour lutter contre l'hépatite C qui aujourd'hui est importé hors de France et que nous sommes en train de travailler avec un industriel français pour que demain les hôpitaux s'approvisionnent en France de ce médicament. Et puis également cité en matière de restauration, puisque là aussi c'est une filière importante. Nous avons, lors de la crise agricole, il y a quelques mois, mis en avant un certain nombre de chiffres. Et je cite par exemple nos marchés de viande, qui sont pour les produits de porc, de veau, de dinde, de poulet, de jambon, 100% français. Voilà. C'est une fierté aussi à UniAchat de contribuer à cet achat local et à stimuler nos achats locaux. En termes de propositions, je rejoins ce qui a été dit par mes collègues et confrères. Il y a beaucoup de choses à faire évoluer, notamment en termes de droit de la commande publique. Nous appelons alors plutôt à une stabilité globale des normes qui sont suffisamment difficiles à appréhender et qui permettent aujourd'hui de faire pas mal de choses. On voit que dans le code de la commande publique, il y a des types de marchés qui sont peu ou pas mobilisés. Je pense au système d'acquisition dynamique qui est très fortement mobilisé par les groupements d'achat et les centrales d'achat, mais on a des modalités comme le catalogue électronique qui sont aujourd'hui pas du tout exploitées. Donc on a des choses qui peuvent être utilisées dans le code de la commande publique, donc y toucher avec parcimonie. On a aussi, on appelle là aussi de la part des établissements de santé, c'est quelque chose qui est souvent remonté, à peut-être une meilleure lisibilité, voire une simplification du nombre d'opérateurs d'achat. On a vu ces dernières années qu'il y a eu beaucoup de création d'opérateurs publics et privés. La création d'opérateurs d'achat n'est pas régulée aujourd'hui et c'est quelque chose que nous avons aussi mis en place, en tout cas porté à la connaissance d'une mission de l'Inspection générale des finances liée aux groupements d'achat nationaux, une plus grande régulation de la création des groupements d'achat. Les groupements d'achat qui se créent, ce sont des frais de structure, qui s'empilent les uns les autres. Nous avons la chance dans le système de santé français d'avoir des opérateurs d'achat, notamment nationaux, qui sont professionnels et qui font un travail formidable. Il faut garder cette structuration, aller plus loin dans la mise en place de la fonction territoriale au niveau du GHT, qui est importante et on n'a pas été suffisamment loin, et puis s'appuyer sur ces opérateurs nationaux. Voilà, merci. Merci beaucoup. Monsieur Legouge. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Madame et Messieurs les sénateurs. Donc le RESA a été créé sous la forme d'un groupement d'intérêt public par les hôpitaux d'Île-de-France il y a une vingtaine d'années, avec l'appui d'ailleurs de la FHF, afin de professionnaliser et de mutualiser leurs achats. Donc le RESA a connu depuis une forte croissance. Il a étendu son périmètre d'activité au niveau national, notamment dans le cadre du programme phare. Nous avons aujourd'hui une offre qui est très large, qui couvre la quasi-totalité des besoins des hôpitaux et des structures médico-sociales, qu'il s'agit de produits de santé, médicaments, dispositifs médicaux, d'énergie, de numérique, de produits hôteliers, restauration, linge, entretien et de prestations de services externalisés. Peuvent être bénéficiaires de notre centrale d'achat au-delà des hôpitaux et des structures médico-sociales qui sont le cœur de notre métier. Tous les autres acheteurs publics, dès lors qu'ils interviennent à titre principal ou accessoire dans le domaine sanitaire, médico-social ou social. Point important, le RESA est labellisé depuis 2021
relations fournisseurs et achats responsables. Je crois que vous avez reçu le médiateur Pierre Pelouzet, donc c'est dans ce cadre-là. Donc, ce qui signifie que notre politique achat est conforme à toutes les exigences de la norme ISO 24000 et que nous respectons les délais de paiement. À titre indicatif, quand nous travaillons en achat-revente, nous payons nos fournisseurs à 8 jours environ, en termes de délai de paiement, ce qui est appréciable, notamment pour les petites et moyennes entreprises. Dans le cadre de ce label, nous avons créé un guichet de l'acheteur hospitalier responsable, qui est accessible à l'ensemble de nos adhérents et qui propose un bouquet de services afin de les aider à s'engager dans cette voie de l'achat responsable. Et d'ailleurs, récemment, le CHU de Nancy a été labellisé comme nous, label RFA. Donc nous encourageons aussi nos fournisseurs à aller dans le même sens pour ce qui concerne leurs propres achats. Sur le plan de la gouvernance, nous avons une gouvernance de groupement d'intérêt public classique avec une assemblée générale qui réunit nos adhérents et un conseil d'administration où la majorité des sièges est réservée aux hôpitaux, parce que ce sont les hôpitaux qui ont créé le RESA. Quelques chiffres sur notre centrale d'achat. Nous avons 4000 adhérents, donc des très grandes, des moyennes et des petites structures. Nous avons aujourd'hui comme adhérents la totalité des hôpitaux publics, CHU inclus, la plupart des grands établissements privés non lucratifs, le service de santé des armées, qui est depuis l'origine adhérent du RESA, 1200, et ça c'est une spécificité, structures médico-sociales, beaucoup d'EHPAD, 600 organismes de sécurité sociale, parce que nous avons un accord de partenariat que nous avons conclu l'an dernier avec Lucans, qui est la centrale d'achat des organismes de sécurité sociale, 91 services d'incendie et de secours, 200 centres communaux d'action sociale et 400 collectivités territoriales qui viennent sur des segments qui sont communs avec les hôpitaux, type télécommunications ou numérique. Nous avons un volume d'achat de 3,2 milliards en 2024, c'était 2,8 milliards en 2023, dont 10% en mode achat-revente. Donc nous avons une réserve de croissance en termes de volume d'achat importante, parce qu'il y a encore beaucoup d'achats du secteur sanitaire, médico-social et social qui ne sont pas mutualisés. Nous avons 1000 fournisseurs, dont 54% de PME. Donc, comme mon collègue Walid Benbrahim, nous avons une part importante de PME dans notre portefeuille fournisseur. Nous avons 5700 marchés, donc une offre très très large, donc beaucoup de procédures, d'appels d'offres à gérer bien évidemment. Un volume de gains sur achat de 213 millions d'euros de gains hors énergie pour 2024, mais qui a été retraité avec la méthode DGOS. Mais voilà, nos chiffres concordent. Nous avons un effectif de plus de 200 personnes, toutes spécialités confondues, des pharmaciens, des ingénieurs, des biologistes, des cadres de santé, des logisticiens, des juristes bien entendu, des gestionnaires de marché, des hygiénistes. Et nous avons un budget de fonctionnement d'à peu près 30 millions d'euros. Pour ce qui concerne les spécificités du RESA par rapport aux autres centrales d'achat, il est important de souligner que nous avons créé dès le début, à côté de notre centrale d'achat, ce qu'on appelle un centre de ressources et d'expertise qui a pour objectif et comme mission d'accompagner nos adhérents dans la professionnalisation de leurs achats et dans le bon usage de nos marchés, puisqu'on est convaincu au RESA que le bon usage des marchés, c'est-à-dire que la maîtrise des consommations, c'est le levier essentiel pour réaliser un achat performant, à la fois sur le plan de la performance économique et de la performance environnementale. Ce centre de ressources et d'expertise, donc, qui travaille parallèlement à notre centrale d'achat, propose de nombreux services à nos adhérents. Nous avons une activité de conseil, donc nous appuyons nos adhérents dans le développement de marchés complexes. Par exemple, nous avons accompagné le CHU de Bordeaux et l'ensemble des établissements de son groupe hospitalier de territoire dans l'externalisation d'une partie des prestations de nettoyage, avec un lot d'ailleurs réservé à une entreprise adaptée. Nous accompagnons le CHU de Nancy ou l'hôpital de Granville dans la passation de marché de transport d'examen de laboratoires et de produits sanguins par drone. Donc c'est une technologie de transport qui se développe. Nous animons de nombreux groupes de travail sur des thématiques relatives à la performance achat ou logistique. Nous travaillons particulièrement actuellement sur l'optimisation des dépenses du titre 2. C'est tout ce qui est dépenses relatives aux produits de santé, médicaments, dispositifs médicaux, c'est 60% des achats des hôpitaux. Et nous animons de nombreux clubs utilisateurs de nos marchés. Et nous sommes, et ça me paraît important de le souligner, en train de travailler sur nos données pour permettre à nos adhérents de comparer leur consommation. Donc j'insiste beaucoup sur ce message, le bon usage des contrats, c'est fondamental. Il ne faut pas surconsommer, il ne faut pas sous-consommer. Et nous allons travailler notamment sur les médicaments en permettant à nos adhérents d'observer leur taux de substitution sur des équivalents thérapeutiques par rapport à d'autres adhérents. Donc c'est très important de décloisonner quelque part l'utilisation des contrats dans les hôpitaux pour aller vers les meilleures pratiques. Donc on devrait avoir des premiers résultats de ce travail qu'au début de l'année prochaine,
dans la mesure où ça nécessite préalablement un énorme travail de structuration des data. Donc vous imaginez des milliers de références, comparer les consommations des uns et des autres. Nous avons une activité de formation. La formation est essentielle, ça a d'ailleurs été déjà souligné. Certaines de nos formations sont certifiantes. Donc là, aujourd'hui même au RESA, il y a une session de formation dans le cadre des centres de l'achat que nous avons mis en place en partenariat avec l'École des hautes études de santé publique de Rennes. Donc, qui est plutôt destiné aux directeurs et aux responsables d'achat. Nous avons aussi une formation en matière de logistique. La logistique, c'est essentiel, tout ce qui est gestion des flux et des stocks que nous avons mis en place avec l'École des mines de Saint-Étienne. Et nous organisons régulièrement des événements, notamment avec l'Agence nationale d'appui à la performance, avec qui nous allons mettre en place une journée fin juin sur tout ce qui est logistique et pharmacie hospitalière, donc tout ce qui est automatisation, robotisation et digitalisation. Nous avons aussi, dans le cadre de ce centre de ressources expertise, une activité en matière d'information, parce que c'est important de partager l'information, de faire circuler l'information sur les achats et la logistique entre nos adhérents. Donc nous avons un journal quotidien en ligne qui est pas mal suivi, qui s'appelle achatlogistique.info, qui fait le point sur l'actualité, qui met en valeur les expériences de nos adhérents et d'autres acheteurs publics. C'est important, quand on a un organisme de mutualisation, de décloisonner les expériences, les expertises. Voilà, nous avons aussi une activité d'édition de guides sur des thématiques achats plutôt pratiques, comment gérer ses déchets, la restauration, la loi Egalim, l'énergie. Donc voilà pour ce qui concerne le centre de ressources expertise. Plus spécifiquement, pour ce qui s'agit de la centrale d'achat, donc nous avons une activité historique très forte de soutien à l'innovation, avec un focus particulier sur les start-up et les PME. Nous avons à l'intérieur de notre centrale d'achat un centre, je dirais, d'innovation par les achats, avec une équipe spécialisée, plusieurs temps pleins, qui travaille sur l'identification, puis l'évaluation, la sélection et la diffusion des solutions innovantes qui permettront d'accompagner les projets de transformation de nos adhérents. Donc ce centre d'innovation par les achats travaille en lien avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème. Je ne vais pas pouvoir les citer tous, mais l'Agence d'innovation santé, la BPI, France Biotech, Silver Valley, les pôles de compétitivité. Nous avons un catalogue qu'on vous transmettra d'ailleurs de plus de 100 solutions innovantes, pour la plupart françaises, qui vont du robot d'assistance opératoire de Moon Surgical jusqu'aux solutions de gestion de planning avec de l'intelligence artificielle d'Opia. Et nous avons conclu l'an dernier un partenariat avec le CHU de Nantes qui va ouvrir fin 2025, dans le cadre de son nouvel hôpital, une fabrique de l'innovation en santé. Et cela va permettre à nos équipes du CIA d'être au plus près des équipes soignantes pour accompagner l'innovation, notamment dans le domaine numérique, voilà, tout ce qui concerne l'intelligence artificielle. Nous avons une expérience en matière d'achat public souverain de produits de santé, puisque nous avons porté la demande du ministère et de la DGOS une opération très importante qui visait à renforcer la sécurité d'approvisionnement des gants nitriles suite à la crise Covid, parce qu'il y avait un manque cruel de gants pour les équipes soignantes. Cela nous a conduit à passer un marché national pour à peu près 1 milliard de gants acquis à acquérir sur 4 ans. Et ce marché, et c'est important de le souligner comme exemple d'opération souveraine, a permis la relocalisation de l'activité industrielle de production des gants nitriles, qui ne se faisait plus qu'en Asie, en Europe et en l'occurrence dans le département de la Sarthe. Voilà, nous avons d'autres opérations de ce type qui ont été réalisées en partenariat d'ailleurs avec nos collègues d'UniAchat, que nous allons réaliser prochainement pour les produits de santé qui sont jugés critiques par l'État. Un point important aussi, qui est intéressant de souligner, il y a 2 segments d'achat où nous n'avons pas un niveau d'action national, où nos adhérents ont souhaité conserver une dynamique d'achat régional, ce sont les médicaments et les produits alimentaires. Donc là, sur ce sujet-là, nous travaillons à l'échelle de la région Île-de-France pour des raisons qui nous paraissent être des raisons d'efficience, et nous coopérons avec les autres groupements d'achat qui existent dans les régions, notamment avec la deuxième casquette de Jean-François Husson, avec le groupement d'achat de la région Centre. Voilà. Autre dernière caractéristique, à notre connaissance, nous sommes la seule centrale d'achat public à intervenir à la fois en mode intermédiaire, c'est-à-dire mise à disposition de contrats, comme l'a exposé tout à l'heure mon collègue l'UniAchat, mais nous travaillons aussi en mode grossiste, c'est-à-dire achat-revente, parce qu'il y a une demande à des petits acheteurs publics d'avoir des plateformes de commande en ligne, parce que c'est plus pratique que d'avoir à utiliser un marché relativement complexe à mettre en œuvre. Et nous avons déjà acquis, nous avons déjà une activité d'achat-revente de 300 millions. Donc, ce qui a impliqué la mise en place d'une infrastructure financière solide, puisqu'il faut avoir une grosse trésorerie, puisque nous payons nos fournisseurs à 8 jours,
et nos adhérents sont loin de nous payer à 8 jours, hein, c'est plusieurs mois. Et nous avons aussi dû mettre en place des process en matière financière assez contraignants et nous avons des comptes qui sont désormais certifiés. Et puis, dernier élément qui n'est pas inintéressant, c'est pour terminer, c'est nous travaillons avec les autres centrales d'achat public au niveau européen, puisque nous avons créé avec les autres centrales d'achat public spécialisées dans le champ hospitalier européen, une association qui s'appelle EPA, ce qui nous permet d'observer un peu ce qui se passe chez les collègues. Nous avons aussi porté beaucoup de projets européens financés par la Commission européenne, notamment en matière d'innovation sur les achats hospitaliers. Et actuellement, c'est intéressant de le souligner, nous menons un projet qui est en cours, mais qui va bientôt se terminer, qui s'appelle Procure, et qui a pour but de faire un état des lieux de l'achat hospitalier au niveau européen et d'identifier les bonnes pratiques suite à la crise Covid, pour éventuellement faire des propositions à la Commission européenne. Donc là, voilà, dès que les conclusions devraient être remises au mois de septembre. Voilà, et pour terminer, juste un petit mot sur la partie droit de la commande publique. Je rejoins tout à fait ce qu'a dit tout à l'heure mon collègue d'UniHA. Les centrales d'achat sont aujourd'hui des acteurs essentiels de la commande publique et le mouvement de mutualisation va continuer, hein, parce qu'on a besoin de mutualiser l'expertise, l'information, l'expérience, les moyens qui sont rares, qui sont chers, etc. Et donc, il serait intéressant, dans le cadre de l'évolution du droit de la commande publique, de peut-être définir un socle d'exigences minimales pour garantir une performance et une maturité achat suffisante des centrales d'achat. Parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de création de centrales d'achat. Et je pense que, voilà, vu l'importance qu'ont ces acteurs dans le paysage de la commande publique, il serait bienvenu de définir un corpus de règles à minima, hein, pas surréglementé, mais qui soit suffisant pour garantir à leurs adhérents une qualité, quelque part, de prestations, quel que soit le niveau d'intervention de ces centrales d'achat, hein, qui peuvent être extrêmement performantes au niveau local, régional, interrégional ou national, hein, et de se définir peut-être un corps de règles applicables. C'est ce que nous avons aussi dit à la mission de l'Inspection générale des finances quand elle est venue nous rendre visite. Donc voilà pour une présentation rapide de ce que fait le RESA. Merci. Monsieur le rapporteur. Vous êtes vraiment des gros donneurs d'ordre. 35 milliards, c'est pas rien au niveau de la commande publique, c'est un acteur essentiel. Est-ce qu'on a des données sur ce qui est en masse française en 6 milliards et ce qui est étranger? Est-ce qu'on a des données là-dessus? Parce que 35 milliards, c'est un volume global. Quelle retombée, je suis un peu franchouillard, sur le pays en termes de masse par rapport à ce qui est acheté à l'étranger. Je sais que votre domaine est très vaste, mais c'est quand même intéressant d'avoir une donnée globale de retombée sur le pays. Ça, c'est ma première question. La deuxième question, on va parler de start-up, et je pense, vous n'en avez pas tous les deux, vous intégrez, mais comment vous intégrez la start-up? Parce qu'elle vient de loin, elles ont quelquefois des process innovants. Comment vous allez chercher ce sourcing, et surtout, comment vous l'accompagnez dans la commande publique? Parce que bon, c'est pas tout d'être innovant, mais s'il n'y a pas de commande publique derrière, la start-up, elle s'étouffe très vite. Donc je reviens voir le mécanisme, et si vous aviez quelques exemples, parce que c'est très vaste, hein, bien sûr. Ça va de la robotique, ça va du médicament, c'est pas rien. Et en termes de médicaments, effectivement, la recherche évolue vite. On n'est pas les seuls acteurs. Par rapport à ce qui nous reste, le peu qui nous reste dans le laboratoire français, parce qu'on était un pays d'excellence il y a quelques années, on a perdu un peu notre superbe. Comment vous pouvez soutenir la recherche à travers tout le domaine pharmaceutique, laboratoire? Ça, c'est ma deuxième question. Ma troisième concernera l'hébergement des données. C'est stratégique. Hein, comment vous donnez une sécurité à ces hébergements? Alors, vous êtes beaucoup, hein, là, je ne sais pas qui va répondre. Voilà, l'hébergement, c'est un point essentiel. Et la dernière question concernera le paiement. Effectivement, vous avez rappelé, madame, qu'on avait pris 10 jours de plus. Est-ce que c'est dû au peu de sous que vous avez? Ou est-ce que la planification est peut-être pas en accord avec les commandes, hein, parce qu'à un moment donné, il faut bien faire. Est-ce qu'on pourrait ramener ça comme toutes les commandes publiques, hein, d'un terme, je dirais pas trop long, à 30 jours, comme la commande publique en général, parce que vous avez une exception de 50 jours. Et donc, il y a des acteurs derrière qui ont besoin aussi de se retrouver. Voilà mes 4 questions. Merci. Qui souhaite débuter, Monsieur Vanmarie? Oui, je vais essayer de répondre à quelques-unes. La dernière, je passerai mon tour parce que nous n'exécutons pas les marchés, donc je ne me permettrai pas de répondre. Les données sur les opérateurs français, je reprendrai les éléments de réponse que
mon collègue de la DAE vous a fait il y a quelques semaines, c'est malheureusement très difficile puisque quand on regarde dans nos statistiques, on a des sociétés qui ont des filiales en France et qui donc, en termes statistiques, c'est compliqué de déterminer exactement. En tout cas, nous n'avons pas de données agrégées à Uniachat, donc je ne pourrais pas vous donner d'éléments là-dessus. Nous le suivons filière par filière. Évidemment, notamment, nous avons engagé en lien avec la Direction générale de la santé et la DGOS, une cartographie des vulnérabilités de nos approvisionnements en médicaments et dispositifs médicaux, puisque par priorité, ça nous semblait être le plus important. Mais nous faisons par priorité et quasiment produit par produit. Donc c'est un travail assez fastidieux et je n'ai pas de données globales. Sur le repérage et l'accompagnement des startups, de notre côté, nous avons effectivement la capacité de repérer par la très grande spécialité des acheteurs qui sont très spécialisés sur un domaine particulier. Nous avons par exemple une équipe à Marseille qui s'occupe de l'achat de dispositifs médicaux liés à la transfusion sanguine, ce qui leur a permis de repérer une start-up qui s'appelle ICEP, qui est localisée à Nantes et qui aujourd'hui est développée avec une solution tout à fait innovante de transfusion. Je serais bien en peine d'expliquer techniquement ici, mais une solution innovante et qui apporte aujourd'hui des bénéfices à 9 hôpitaux, 9 CHU. Donc voilà, on a une croissance et on accompagne ces startups. On a contribué également, on a participé à une formation qui a été montée par Bercy, le programme Je choisis la French Tech pour les startups, et on les accompagne quasiment pas à pas quand on repère une innovation. Sur les hébergements de données, je reviens sur les médicaments. Le financement de l'innovation et de la recherche, ce qui est très important pour nous à Uniachat, c'est la chasse aux chutes de brevets. Et ça, c'est vraiment un sujet très très important pour nous. On est très en amont avec les industriels génériques. On travaille de manière très étroite avec eux, en dehors des appels d'offres, pour leur signaler des molécules sur lesquelles on a identifié une chute de brevet à venir, en leur demandant parfois même de se positionner sur certaines productions de molécules quand ce n'est pas prévu, à 3-4 ans d'anticipation, et permettre, dès que le brevet est tombé, que les acheteurs fassent tout de suite un marché de générique et le biosimilaire ensuite peut être déployé à l'hôpital. Alors là, comme ça, je suis bien en peine de vous répondre. On pourra vous répondre précisément. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Voilà, exactement. Et ensuite, comme l'a dit Dominique tout à l'heure, la pénétration de ces médicaments biosimilaires dans les pratiques hospitalières. C'est là aussi une préoccupation très importante. Et enfin, sur la sécurité des données et l'hébergement de données, c'est effectivement une préoccupation très importante. De manière pragmatique, on fait face à des niveaux de dépendance à des fournisseurs étrangers qui sont parfois importants. Et c'est ça le sujet, c'est de dire d'être en capacité de sortir de ce niveau de dépendance. Par exemple, nous avons lors de notre dernier marché sur des solutions de cloud, puisque nous achetons des solutions IT pour les hôpitaux numériques, en français, nous avons fait un lot de cloud souverain, donc vraiment dédié à des solutions souveraines pour progressivement proposer aux établissements des solutions numériques souveraines. Et nous avons signé également le manifeste Exatrust, puisque ça fait partie également des auditions que vous avez réalisées. Sur le cloud souverain, nous serons preneurs d'informations détaillées sur la façon dont vous organisez, pilotez, mettez en œuvre vos marchés. Merci. Qui souhaite poursuivre? Monsieur Le Gouge. Oui, donc en commençant par le cloud souverain, donc nous avons une offre qui correspond à la variété des besoins de nos adhérents, mais nous appuyons beaucoup la diffusion des clouds souverains, et notamment de NumSpot, donc qui a un marché spécifique avec le RESA. Et récemment, nous avons réalisé une première opération avec l'assistance publique des hôpitaux de Marseille qui va se doter de ce cloud souverain pour gérer, son entrepôt de données de santé. Donc là, c'est un démarrage progressif, parce que, comme l'a dit mon collègue d'Uniachat, il y a énormément d'alternatives d'opérateurs de cloud non souverains. Mais voilà, maintenant, il y a une offre qui est constituée, qui est intéressante et qui commence à être attractive pour les établissements. Donc nous appuyons beaucoup la diffusion de ces solutions qui apportent une sécurité en termes d'hébergement des données de santé qui sont particulièrement sensibles. Après, sur la partie retombées économiques en France, je pense qu'elles sont très importantes, déjà par la commande publique hospitalière, et qu'il y a un secteur où les retombées sont automatiques, c'est tout le secteur des prestations de services, tout ce qui est externalisation de prestations, qu'il s'agisse de maintenance, de nettoyage,
de restauration, tout le secteur de l'énergie. Voilà, c'est des emplois directs au niveau national. Donc là, c'est déjà une première réponse. Alors après, c'est beaucoup plus difficile de savoir sur les produits qui sont diffusés, quelle est la partie qui a été fabriquée, la partie de matières premières, etc. Mais c'est déjà intéressant de se dire que tout le secteur des services et des travaux, c'est par nature un secteur employeur, je dirais, au niveau national. Sur la partie peut-être start-up, je vais laisser Angélique Dizier peut-être intervenir. Oui, merci Monsieur Le Gouge. Monsieur le rapporteur, pour répondre à votre question, comment fait-on venir les start-up dans la commande publique? Comme l'a rappelé en introduction Dominique Le Gouge, on les fait venir grâce à notre centre d'innovation par les achats, qui existe maintenant depuis un certain nombre d'années, et ça a été toujours dans l'ADN du RESA de porter et de soutenir les politiques publiques, notamment liées à l'innovation. Ce centre de l'innovation par les achats et cette équipe a précisément pour rôle d'identifier de manière très prématurée et précoce les solutions innovantes qu'on estime être à fort potentiel pour les établissements de santé. Et on a à peu près maintenant au catalogue du RESA une centaine d'offres innovantes, donc qui sont innovantes soit parce que l'objet même du marché est innovant, soit parce qu'on a intégré dans la procédure de mise en concurrence un critère qui vise à évaluer le caractère innovant de la solution qui est proposée. Et on a aussi tout un mécanisme, et ça c'est très important de le souligner pour attirer entre guillemets les startups, un mécanisme contractuel qui leur est particulièrement, on va dire, favorable, ou qui en tout cas est incitatif pour elles à candidater, à ne pas être rebutées par la commande publique. C'est tout d'abord l'utilisation importante du mécanisme d'achat-revente dans les marchés d'innovation, qui permet aux entreprises d'être sécurisées en termes de trésorerie, puisque comme on l'a dit, on a là, dans ce cas-là, un délai de paiement, nous, au RESA, qui est d'une 8aine de jours, ce qui est absolument très intéressant pour une entreprise, surtout une start-up qui par définition a besoin de trésorerie. Et on invente aussi des mécanismes contractuels, et c'est aussi peut-être un axe de réflexion pour la simplification de la commande publique, c'est pas s'intéresser qu'à la passation, mais aussi à ce qu'on met dans son contrat, puisque l'idée c'est de prévoir des mécanismes de tests, d'essais, de cofinancement aussi de solutions qui vont permettre d'être très adaptés à un achat d'innovation, à la fois du côté de l'entreprise parce qu'elle a une sécurité, on va dire, à candidater, et du côté des établissements qui vont pouvoir se sentir aussi accompagnés et pris en main dans le changement qui est impliqué par un achat d'innovation. Oui, bien sûr. Tout à fait. Merci. Madame Schorss. Peut-être quelques mots sur le délai global de paiement. Donc effectivement, oui, c'est bien la situation financière, la dégradation de la situation financière, la situation financière tendue, liée notamment aux impacts de l'inflation. Des mesures également de revalorisation salariale qui étaient légitimes et attendues, mais qui ont un fort impact sur les charges des établissements. Et d'ailleurs, on a des missions IGAS ou IGAS-IGF également sur le sujet, sur la bonne couverture, le bon calibrage et la bonne ventilation des financements destinés à couvrir ces charges, parce que notamment sur l'inflation, on estime qu'il y a un sous-financement important, et sur les mesures RH, on a également des remontées en ce sens, mais forcément, ça a un impact sur la trésorerie. On a un déficit cumulé qui, alors, n'est pas lié uniquement à des charges décaissables, notamment les amortissements qui ne sont pas décaissables, ou les provisions, mais ce n'est pas sans impact sur la trésorerie. On a une situation globale qui cache en fait d'importantes disparités. C'est-à-dire qu'on a à la fois des établissements qui concentrent une part importante de la trésorerie, soit parce qu'ils sont de taille importante, mais pour autant rapportés à leur poids financier, à leurs produits, qui ont effectivement un poids de trésorerie qui reste tout à fait raisonnable, ou des établissements effectivement qui ont des spécificités, soit des petits établissements, soit des établissements notamment psychiatriques, mais qui ont des situations de trésorerie qui peuvent sembler confortables, alors qu'en fait ça cache de grandes difficultés qui sont peut-être un peu différentes, et notamment des difficultés de postes vacants et d'attractivité et de recrutement. Donc ça cache en fait ces disparités, de grandes difficultés. Puis vous avez des établissements qui ont
ont effectivement, qui sont assez exsangues en termes de trésorerie et qui ont effectivement des difficultés à payer les factures, sachant que les charges salariales, les emprunts sont décaissés évidemment de manière régulière et ne peuvent pas être repoussés. Donc la marge de manœuvre de ces établissements repose à la fois sur les dettes fournisseurs et donc un décalage des délais de paiement. Et là, on a des délais de paiement. La moyenne, en fait, reflète des situations extrêmement disparates. On a des établissements qui payent très vite. Alors, peut-être pas aussi vite que... parce qu'il y a, voilà, et puis il y a un double délai à l'hôpital public, qui est le délai ordonnateur et le délai du comptable. Et puis des délais effectivement qui peuvent être beaucoup plus longs. Donc ce sont des situations assez disparates. Et puis deuxième possibilité de décalage, ce sont les dettes sociales et fiscales, où là on voit également une augmentation du montant important. Donc ce sont ces deux leviers, même si évidemment il y a une vigilance toute particulière pour ne pas mettre en difficulté autant que possible les fournisseurs, et notamment ceux qui sont en situation vulnérable et fragile. Merci. Madame Daudet. Oui. Dettes fiscales ou sociales sur lesquelles on essaye d'agir au maximum, parce que par définition, ça ne peut pas être la solution, bien sûr, tout de la même façon que sur les délais fournisseurs. Mais c'est effectivement une très grosse problématique aujourd'hui. Non, juste pour vous dire qu'on va regarder notamment votre première question sur le retour financier. Ce n'est pas des données dont on dispose là. Voilà. Donc, bon, c'était juste pour vous dire que je l'avais bien noté. Peut-être dire aussi que sur tout ce qui est recherche, ça fait partie des critères, enfin des choses qu'on creuse, nous, en lien avec l'adage de Bercy, dans le cadre de l'évolution des règles, enfin des futures règles, des nouvelles directives européennes, pour essayer de mieux intégrer cette dimension-là aux règles de l'achat. Merci. Monsieur Salmon. Merci, Monsieur le Président. Merci déjà pour toutes ces réponses. J'aurais quelques petites questions. Déjà, vous avez pointé que sur Egalim, vous étiez qu'à 4-5% de bio et 20% pour ce qui est plutôt avec label ou local. Quels sont les leviers activés pour que vous puissiez faire mieux dans les années à venir? Voilà, je pense que ça serait intéressant à savoir. Vous avez parlé également des gants qui ont été relocalisés. J'aimerais bien savoir où est-ce qu'on en est sur les masques aujourd'hui, parce que ça a quand même été un sérieux sujet dans les années passées. Donc voir quelle a été l'évolution, parce que j'ai entendu dire qu'il y avait encore des masques chinois qui étaient de retour dans les hôpitaux. Voilà, où en est-on? Et puis, comme autre question... il y avait la problématique il y a les médicaments, là aussi, forte tension sur les médicaments. Est-ce qu'il y a encore des leviers aussi de concurrence, ou est-ce qu'il y a plutôt un sentiment d'entente entre certains laboratoires sur les prix des médicaments, en particulier d'ailleurs certains les plus coûteux, ceux qui entrent dans les processus de chimiothérapie? Voilà, merci. Monsieur Le Gouge. Oui, je veux bien répondre sur la question sur Egalim. Quels sont les leviers? Donc il faut trouver, je dirais, des marges de manœuvre budgétaires, parce que dès lors qu'on achète des produits alimentaires vertueux, comme on dit, voilà, il faut avoir plus de budget pour le faire. Et une des pistes sur lesquelles nous travaillons actuellement, c'est la lutte contre le gaspillage alimentaire, puisqu'on l'a estimé à peu près à 20%, le gaspillage alimentaire. Alors on ne peut pas le supprimer totalement, ce serait totalement illusoire, mais ça c'est une des pistes qui est importante, mais qui devrait être complétée par un effort à faire sur le budget d'acquisition des produits alimentaires, en dégageant des marges de manœuvre sur d'autres postes d'achat que l'on peut mieux gérer. Je pense notamment aux produits de santé, qui sont une dépense très lourde pour les établissements. Il y a encore beaucoup de marges de manœuvre sur la substitution
notamment de médicaments, pas simplement sur les génériques, les biosimilaires, mais aussi sur les équivalences thérapeutiques qui ne sont jamais totales, mais qu'on peut, je dirais, faciliter de façon raisonnable. Donc je pense que c'est un objectif qui est possible, mais voilà, qui nécessite une forte mobilisation. Et ce qui est important aussi, ce qu'on a constaté, c'est qu'il fallait un engagement préalable. C'est-à-dire que si, et ça on le fait aujourd'hui, je pense que nos collègues de l'INHA, c'est la même chose, si dans nos marchés de produits alimentaires, on offre la possibilité d'acheter du produit alimentaire vertueux, ça va être dans le marché, donc on pourra dire notre marché il est Egalim, mais après nos adhérents ne vont pas les acheter parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire. Donc aujourd'hui, et les prix sont élevés parce que nos fournisseurs savent que les établissements n'iront pas sur ces produits-là. Donc aujourd'hui, si on veut obtenir des bons prix sur ces produits vertueux, même divisé par 2, quelque part la facture, il faudrait obtenir un engagement préalable des établissements sur l'achat de ces produits vertueux, qu'ils soient de qualité ou bio. Donc je pense qu'il y a des pistes, mais que ça nécessite une mobilisation collective. Et là aussi, la mutualisation des achats peut être un outil, un levier fantastique pour gagner du temps et créer un effet d'entraînement à différents niveaux. Alors nous, on est plutôt convaincus de l'intérêt du niveau régional pour les produits alimentaires, mais voilà, d'autres approches sont possibles. En tout cas, nous, c'est sur ce plan-là qu'on essaie d'avancer. Merci. Madame Chasse. Sur la mise en place d'Egalim, ce qu'on constate aussi dans certaines régions, c'est qu'il y a des prises de contact avec les chambres régionales d'agriculture, mais je suis désolée, je ne suis pas sûre en fait de l'intitulé exact, pour avoir en fait des organisations qui soient inter-GHT et justement qui soient portées au niveau de la région pour faire du circuit court et pour alimenter sur les produits durables et bio. C'est des initiatives en fait qu'on observe dans un certain nombre de régions et qui sont tout à fait intéressantes. Madame Daudet. Peut-être compléter toujours sur ce sujet par rapport à ce que disait Monsieur Legouge. On a de toute façon globalement un sujet de compensation des surcoûts pour les établissements de santé dans un contexte de finances publiques qui est de plus en plus complexe. Voilà, c'est juste, je remets ça. Ça n'empêche pas qu'il faut qu'on suive les objectifs qui sont les nôtres et qu'on partage par définition, puisque je l'ai dit en introduction, ce sont des vrais objectifs de politique publique, mais on a aujourd'hui un sujet d'adaptation de nos financements derrière. Sur les masques, peut-être vous dire qu'on est sur les masques souverains, enfin en tout cas sur les masques achats souverains, on est à peu près autour de 50 millions d'achats depuis 2022 par an. On était à 60 millions de masques en 22, 45 en 23, 50 en 24 et 50 probablement millions en 25. Donc on vous donnera tous ces chiffres-là. Ce qu'il y a de sûr, c'est que les établissements avaient fait pas mal de stocks durant la crise Covid, enfin, quand les choses se sont détendues, et que du coup, petit à petit, il faut que les masques français prennent le relais. Après, je ne pense pas qu'il n'y aura plus du tout de masques, de masques chinois, même si à terme, on vise bien évidemment une montée en charge la plus forte possible. Pardon, vous avez une idée des pourcentages Là, non, mais on va vous le donner. On va regarder, on va vous envoyer ça. Merci, Monsieur Benbraï. Juste pour ne pas alourdir, parce que je rejoins ce qui a été dit sur les deux premiers sujets, Egalim et masques, pour vous éclairer sur le marché du médicament et les comportements des industriels. Il y a une particularité dans le marché français. À l'hôpital, nous avons des prix très intéressants, parce que la mécanique d'appel d'offres fait qu'il y a un mécanisme qui fait que les industriels du médicament nous proposent des prix très intéressants, puisque on génère à l'hôpital à peu près 60% des dépenses des médicaments sur l'ensemble ensuite du système, y compris en ville, puisque les patients qui ont un médicament à l'hôpital ensuite suivent le traitement en ville. Donc il y a un fort intérêt, c'est en fait un peu un produit d'appel pour certains industriels. Il y a un écart très important et
probablement trop important entre le prix de ces vieilles molécules, entre guillemets, qui sont très utilisées, qui sont très peu chères pour nous dans les appels d'offres, et des molécules très innovantes, notamment vous parliez de la cancérologie à raison, qui sont extrêmement chères, et sur lesquelles aussi, on parlait des brevets, des chutes de brevets tout à l'heure, les industriels ont parfois des stratégies de contournement ou de prolongation des brevets en changeant simplement la forme d'administration du médicament, qui va prolonger d'autant ou retarder d'autant la mise sur le marché d'une forme injectable, par exemple, ou une forme sous-cutanée, et qui va prolonger la durée du monopole, ce qui nous met en difficulté. Donc on essaye de contrer ces stratégies-là. Là aussi, sur le volet, pour le coup, médicaments et produits de santé, notre conviction, c'est que les réponses, elles sont à l'échelle européenne. Parce que là aussi, l'industrie pharmaceutique est mondialisée. Même en ayant plus de 5 milliards d'euros d'achat de produits de santé, on représente moins de 0,4% du marché mondial pharmaceutique. Donc il faut absolument qu'on ait une réponse qui a une échelle européenne pour peser sur des stratégies qui sont très globales. Monsieur Husson. Oui, pour compléter effectivement ce qu'a dit M. Benbrahim, les ruptures de médicaments à l'hôpital, c'est en moyenne 5% du livret tous les jours. Voilà. On a à peu près 5% des produits qui sont manquants à l'hôpital. C'est 4000 ruptures de médicaments signalées à la NSM l'année dernière au niveau marché français. Donc ça reste une vraie problématique avec un marché du médicament mature, le médicament essentiel, qui soigne 90% des patients à l'hôpital, qui est relativement atone, avec des prix, comme disait M. Benbrahim, qui restent très bas aujourd'hui. Donc il y a un sujet, d'une part, sur l'attractivité du marché hospitalier, finalement. Est-ce que c'est un marché rentable pour les industriels ? Ça reste à démontrer, mais là, aujourd'hui, preuve en est qu'on a quand même assez peu d'offres sur les antibiotiques anciens, sur les médicaments de chimiothérapie ancienne, qui nous posent des vrais problèmes aujourd'hui de prise en charge des patients. Et le deuxième point, c'est que les établissements GHT, établissements seuls, ont besoin des opérateurs de mutualisation pour les accompagner, pour trouver des solutions alternatives qui sont leurs problèmes du quotidien. Voilà. Et puis sur la loi Egalim, effectivement, abondée dans le sens de ce qui a été dit, effectivement, l'objectif est évidemment louable et à poursuivre, et les volontés sont là. D'ailleurs, on a des établissements qui sont fortement investis aussi, parce que là aussi, c'est une moyenne qui cache des différences et des disparités, mais c'est vraiment la question du coût plus élevé et des moyens associés, de l'accompagnement dans le cadre d'une contrainte financière qui est importante, qui est effectivement un facteur de blocage et de frein majeur. Monsieur Legouche. Oui, pour répondre à la question sur le niveau de concurrence, il diminue régulièrement. Donc on est de plus en plus face à des situations monopolistiques, soit de droit, soit de fait. C'est vrai pour les médicaments, par exemple, parce que 60 à 70% des médicaments sont en monopole. Il faut les avoir, de toute façon. Donc là, les marges de négociation sont quand même assez limitées. C'est vrai pour des équipements médicaux. Je pense à certains robots en matière de chirurgie, voilà, qui sont aujourd'hui quasiment indispensables à certains services et qui consomment énormément de dispositifs et qui sont très coûteux. Je pense à tout ce qui est suite logicielle, où là, il y a une captivité à des produits bien connus. Voilà. Donc là, c'est une problématique à laquelle on fait face. Et je suis, moi, en tout cas au niveau du RESA, avec nos collègues centrales d'achat public au niveau européen, assez partisans pour certains achats d'aller vers des échelons européens, quoi, en se disant, et à certains moments, il faut avoir une échelle de commandes qui permettent de rétablir un tissu fournisseur plus diversifié que celui qui existe aujourd'hui. Et je pense que c'est des problématiques qui dépassent la capacité de la commande publique française. Je pense aux médicaments monopole, par exemple. La France, c'est un marché intéressant, mais qui est quand même tout à fait relatif. Voilà, donc c'est un message aussi que je souhaiterais faire passer à votre commission. Très clairement, vos propos font écho d'une part au déplacement qui a eu lieu à Vannes, où, je le disais en introduction, nous avons rencontré les représentants du groupement hospitalier Brocéliande Atlantique, et puis nos discussions hier avec en particulier les membres de la représentation permanente de la France à Bruxelles et de la Commission européenne sur le sujet en particulier des médicaments.
Et sur la baisse de la concurrence, c'est une dynamique qui est observée aussi au plan européen. Il y a un rapport de la Cour des comptes de l'Union européenne, hein, pas spécifiquement sur les marchés sanitaires, mais qui est amplifié, et où là nous avons eu des témoignages disant clairement que même un groupement hospitalier qui pèse quand même plusieurs dizaines de millions d'euros d'achat restait un client faible, évidemment. Mais dans le même temps, et c'est toute la difficulté de la ligne de crête sur laquelle nous sommes avec les collègues, sur cet exemple tout à fait emblématique du secteur hospitalier, c'est qu'il y a un appel qu'on peut considérer comme tel à des massifications, probablement pour certaines d'entre elles supranationales, mais de l'autre côté, le constat d'un appauvrissement du tissu économique, en particulier local. Et donc, on voit bien que, en particulier les centrales d'achat, et je vous remercie pour vos témoignages, vous avez déployé des stratégies d'allotissement avec des exemples précis que nous restituerons dans le cadre du rapport d'enquête. Mais pour le reste, c'est un vrai sujet parce que l'accès au TPE-PME, on peut en discourir pendant de longues heures. Ce qui importe, c'est que concrètement, les marchés soient effectivement accessibles. Et plus la massification sera importante en termes de taille, de volume, plus on sait très bien derrière que l'accès sera compliqué, ou alors autrement avec des risques, la multiplication des chaînes de sous-traitance, des compressions de prix pour les sous-traitants de rang 2, de rang 3, de rang 4. Donc là, c'est une préoccupation aussi que nous partageons avec les collègues. Sur Egalim, moi, j'entends bien ce que vous pouvez dire sur le renchérissement des denrées alimentaires de qualité, sous signe de qualité ou issues de l'agriculture biologique, mais on peut quand même en faire l'expérience dans nos collectivités, je le dis en étant conseiller régional chargé de ces sujets. Nous pouvons augmenter significativement la part de produits issus de l'agriculture biologique ou sous signe de qualité sans forcément observer une explosion des coûts. Vous avez à raison souligné la lutte contre le gaspillage alimentaire. Il y a aussi une évolution des pratiques, le développement du fait maison. Et nous, on observe encore une fois l'exemple de la région Bretagne, pour un même prix, des établissements qui atteignent plus de 60% de produits sous signe de qualité, plus de 50% de bio, quand d'autres sont à moins de 10%, avec les mêmes ressources. Donc là, il y a quand même, il n'y a pas qu'une question financière, même si elle est évidemment importante. Et de mon point de vue, c'est pour ça que j'entends bien la prise de parole de la DGOS, mais il y a un sujet derrière de volonté politique. C'est est-ce que l'on considère que c'est une priorité ? Je pense pouvoir dire que de façon transpartisane ici au Sénat, nous le partageons. Mais toujours est-il que là, sur ce sujet en particulier, la massification, si elle n'est pas bien opérée, pourrait produire des effets pervers. Donc est-ce que du côté de la DGOS, notamment dans les messages, les consignes que vous pouvez passer aux opérateurs sur cette ligne de crête massification, accès en particulier des TPE-PME, avec l'exemple emblématique des marchés alimentaires, est-ce que vous avez des lignes directrices claires sur vos SPASER respectifs? Est-ce que vous auriez la possibilité de nous les communiquer là aussi pour que nous puissions en prendre connaissance et mettre en lumière les lignes de force au regard des préoccupations qui constitueront le squelette de notre rapport? Et puis un dernier point, moi, qui m'a semblé globalement assez manquant dans vos propos, prise de parole, c'est le sujet du pilotage par la donnée. C'est pour nous globalement sans doute le nerf de la guerre aujourd'hui, parce qu'on peut se fixer des objectifs, mais en réalité, si on ne sait pas où on en est précisément, si on ne connaît pas l'évolution des dynamiques, si on n'a pas la possibilité de le rendre public aussi pour les différents acteurs qui sont impliqués, en réalité, on est dans un brouillard et dans le meilleur des cas, on peut faire des constats quelques années après pour observer que les résultats ne sont pas au rendez-vous. Or là, on a besoin de réactivité et l'on voit bien la complexité du sujet, évidemment, mais que du côté de l'État, on est à mi-chemin sur le sujet. Est-ce qu'aujourd'hui, là par exemple, les données que vous nous avez communiquées, est-ce qu'il y a
possibilité de les consulter en quasi temps réel, parce que nous estimons, je pense à raison, que en particulier les patients ont le droit de savoir ce qui est effectivement proposé, comme on nous le demande dans nos lycées, dans nos collèges, pour les parents d'élèves. Est-ce que sur ce sujet de l'alimentation, mais sur les autres questions aussi, de la souveraineté, du côté des centrales d'achat, de l'État, à défaut d'avoir les outils aujourd'hui, vous avez bien la perspective de pouvoir rendre ces éléments publics dans votre propre intérêt déjà de pilotage en circuit court et puis de monter en efficacité de notre action collective sur le sujet. Donc peut-être simplement sur ce point pilotage par la donnée, si vous Président, réagir. Président. Oui. Pardon, non, Monsieur Cabanel. Juste compléter ce que tu viens de dire, et je partage tout à fait par rapport donc, à la loi Egalim sur une volonté politique. J'entends bien donc, la problématique financière. La loi est en vigueur depuis le 1er janvier 2022. Donc vous nous avez donné des chiffres. Est-ce que ces chiffres depuis la loi qui est en vigueur ont augmenté? Est-ce que vous avez des objectifs donc d'augmenter ces chiffres pour correspondre au plus près au pourcentage requis par la loi? J'ai bien entendu que vous souhaitiez, et c'est très bien, donc lutter contre le gaspillage, mais bon, est-ce que vous vous êtes fixé des objectifs ou est-ce que vous dites donc on est à 4-5%, 13 à 17%, on a un problème financier, on a fait des choix et on n'ira pas plus loin? Madame Zoé. En fait, on ne fait pas tellement de choix financiers. On a chaque année un ONDAM qui évolue avec un rythme qui nous est imposé. Et dedans, au sein de cette évolution et de cette enveloppe, doit rentrer tout un tas de dépenses hospitalières. Donc bien évidemment, les pouvoirs publics et l'État donnent des instructions sur les politiques publiques qui souhaitent pouvoir valoriser. Ça vaut sur les achats, sur la transition écologique, mais ça vaut aussi sur tous les plans de santé publique qui sont annoncés et défendus par le ministère. Ça vaut sur les revalorisations salariales. Voilà. Et donc à la fin, les établissements font d'une certaine manière leur propre choix. Ils sont à la tête de leur établissement et ils appliquent comme ils le peuvent, les différentes injonctions qu'ils ont au sein d'une enveloppe qui n'est pas illimitée. Donc, bien évidemment, la transition écologique fait partie des priorités des pouvoirs publics et le levier achat est un levier majeur pour arriver à pouvoir faire des choses. Donc, sur la faiblesse des résultats, notamment Egalim, on voit quand même que petit à petit, pour répondre à votre question, on arrive à avoir plus de données et que les établissements rentrent plus facilement, notamment dans les campagnes de télédéclaration pour déclarer un peu où ils en sont et ce qui nous permet effectivement d'avoir les résultats qu'on vous a donnés. Donc il y a des travaux qui sont pilotés notamment sur ces sujets-là au sein de la direction avec des groupes de travail, mais le fait de dire qu'il faut qu'on atteigne les objectifs de la loi, ça doit nécessiter, et là je vous rejoins totalement, une impulsion forte et de remettre tout le monde autour de la table. Et il y a d'ailleurs des groupes de travail qui sont en train de se former sur cette thématique. Vous m'aviez posé une autre question. Oui, sur le pilotage par la donnée, on essaye quand même d'avoir, et on vous les donnera on vous les fera parvenir dans le cadre du questionnaire que vous nous avez transmis. On a de plus en plus de données, notamment sur les achats souverains, sur la répartition des opérateurs économiques, et on essaye effectivement de pouvoir mettre cette donnée en balance et par rapport aux différentes évolutions des années passées et sur les prévisions qu'on a sur les années futures. Après, tout ça est certainement largement perfectible.
Monsieur Le Gouge. Oui, en complément sur le pilotage de la donnée, on est tout à fait conscient de l'importance de l'enjeu que vous évoquez. Et nous avons commencé à faire des investissements massifs dans notre système d'information, justement, et nos équipes. On a recruté récemment des data scientists pour pouvoir travailler les millions de données, parce qu'à l'échelle d'une centrale d'achat qui gère plusieurs milliards d'euros d'achat, on a des millions et des millions de données qu'il faut structurer pour en sortir des informations. Donc je crois beaucoup au travail à l'échelle d'opérateurs de mutualisation, en consolidant les chiffres via la DGOS. En tout cas, on est tout à fait conscient de l'enjeu. Ça va demander pas mal d'années, beaucoup de ressources, parce qu'on investit 3-4 millions d'euros chaque année dans le système d'information pour pouvoir aller vers ce pilotage par la donnée qui est essentiel, même pour être performant en matière d'achat. Donc, pas simplement sur l'impact de ces achats en termes d'empreinte territoriale, mais aussi pour pouvoir piloter efficacement sa relation avec les fournisseurs. Monsieur Ben Brahim et puis Madame Chasse. Pardon, oui, en deux mots, dire effectivement que le pilotage par la donnée est une orientation stratégique forte côté UniHA, avec le projet de pouvoir restituer à nos adhérents des données de performance diverses et variées, que ce soit des indicateurs d'efficience ou de performance, de durabilité ou des indicateurs EGalim. J'ajoute que j'étais, avant d'être UniHA, chef d'établissement hospitalier, ça donne beaucoup de sens aussi aux équipes. Dans un moment où les hôpitaux ont besoin de recruter, de donner du sens et de l'attractivité, le fait de pouvoir dire aux infirmières que les tubes épicants viennent non pas de l'autre côté du monde, mais d'une entreprise européenne, ça a du sens et ça permet aussi, c'est un levier aussi d'attractivité. Sur l'articulation entre le national et le local, moi je vous rejoins, le sujet, je pense, est une question d'accompagnement aussi des équipes, y compris hospitalières, à la prise en main, à faire évoluer leurs pratiques. Moi j'ai vu des cuisines hospitalières fonctionner avec des méthodes de reconstitution de repas sans cuisiner. Il faut des travaux de longue haleine. Et c'est pas la spécialité aussi des établissements de santé de s'occuper de ça. Je pense qu'on aurait beaucoup à s'inspirer des collectivités, avec une articulation qui pour moi est tout à fait possible entre un niveau national et des allotissements régionaux, puisque nous faisons par exemple sur l'alimentation énormément d'allotissements régionaux en fonction justement des spécificités et des besoins d'un territoire. Donc il y a une articulation à trouver pour avoir la bonne maille et faire vivre les territoires. Merci. Madame Chasse. Je voulais juste signaler, pour revenir effectivement à l'alimentation, qu'il y a en fait une feuille de route planification écologique du système de santé qui traite en fait de différents sujets. Donc parmi ces sujets-là, évidemment, il y a les achats et il y a un volet alimentation pour justement accélérer en fait la mise en place des GaLim. Et puis il y a une expérimentation. Alors ça fait partie de cette feuille de route. Il y a une expérimentation qui s'appelle Lundi Vert et qui vise à proposer, donc pour le moment c'est sous forme d'expérimentation, mais qui vise en fait à proposer un jour par semaine à l'hôpital, une journée en fait non carnée. Donc l'ambition en fait après cette expérimentation, c'est bien évidemment de le déployer et aussi de montrer que même une journée, enfin on peut faire en fait des menus tout à fait équilibrés et satisfaisants sans l'apport en fait de viande. Madame Zosé. Et on vous passera la circulaire de fin décembre 2023 qui notamment qui est une circulaire commune DGOS et Direction Générale de l'Alimentation sur tout ce qui est aussi atteinte des objectifs de la loi EGalim, mise en place d'expérimentation, alors Lundi Vert mais aussi repas à l'hôpital pour essayer d'augmenter la part des produits durables et qui a été envoyée notamment aux agences régionales de santé pour les différents établissements. Merci, Madame Chevance. Peut-être un point également qui est intéressant, c'est le partage d'expériences. Vous évoquiez les différences parfois au sein d'un même territoire entre différentes pratiques et organismes qui arrivaient à des résultats différents. C'est souvent aussi le cas dans les hôpitaux et notamment tout le monde n'est pas avancé de la même façon dans chaque domaine. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont peut-être plus aller sur l'alimentation, d'autres plus sur les flottes de véhicules, les parkings, d'autres plus sur les blocs opératoires ou les maternités, les co-soins. Enfin voilà, il y a effectivement des
niveaux d'avancement qui peuvent être variables. Ce qu'on essaie de favoriser, c'est l'échange autour d'expériences à travers, par exemple, des webinaires qu'on organise régulièrement là, sur différentes thématiques, rappel de la réglementation, intervenants divers et notamment toujours des établissements qui ont mis en place des choses. Et ça peut permettre aussi à chacun de se contacter parce que c'est pas la peine forcément de refaire chacun dans son coin des choses différentes, mais de pouvoir effectivement s'inspirer d'expériences intéressantes. Donc c'est également ce qu'on essaie de mettre en place. Merci beaucoup. Ce qui est certain, même si ce n'est pas directement l'objet de notre commission d'enquête, mais c'est vrai pour l'ensemble des pouvoirs publics, mais c'est singulièrement le cas pour le secteur hospitalier, la question des moyens qui leur sont effectivement alloués à ces hôpitaux, des incitations à pouvoir développer des pratiques vertueuses. Vous avez évoqué l'exemple des véhicules électriques, là pour le coup, qui sont singulièrement beaucoup plus élevés que les véhicules thermiques. Donc évidemment, je crois pouvoir dire sans trop m'avancer que sur le secteur hospitalier, cette question des moyens, qui relève des prérogatives aussi du Parlement, sera bien évidemment sur la table. Et sur le pilotage par la donnée, moi je me permets de m'adresser à vous, Madame la Directrice, mais est-ce qu'on l'a déjà évoqué lors d'autres auditions, c'est que l'État puisse bien veiller à prendre appui sur les initiatives déjà existantes, déjà conduites par les différents opérateurs, public comme privé, en y associant évidemment les centrales d'achat, parce que sur ce sujet, on voit trop des acteurs volontaires développer des outils, l'État fonctionner en bulle un peu fermée, et puis après on se rend compte que finalement on a mis plein de moyens sur la table et que tout ça n'est pas interopérable, donc après il faut faire retravailler tout le monde, on perd du temps, on perd de l'argent, qui est une denrée, comme chacun sait, de plus en plus rare. Donc en tout état de cause, s'il y a des moyens qui sont déjà développés par les uns et par les autres, voir de quelle manière l'État pourrait s'en inspirer et prendre appui sur ces dynamiques-là pour que le plus rapidement possible on puisse disposer des données consolidées, parce que pour la restauration collective, j'imagine que sont les saisies de données sans doute dans ma cantine, et on sait qu'aujourd'hui c'est quand même très partiel, donc possiblement les résultats seraient meilleurs en consolidé ou plus mauvais, on n'en sait trop rien, mais ce qui est sûr, c'est qu'au regard du nombre total de cantines, pour l'instant, on ne peut pas considérer qu'on soit sur des mailles très, très représentatives. Donc il y a cette nécessité, cette urgence de pouvoir consolider très rapidement ces données sur l'achat d'une manière générale. Donc si je peux me permettre de vous passer ce message comme on l'a passé à vos collègues, c'est l'une des responsabilités de l'État qui pourrait nous permettre, y compris à nous parlementaires, de pouvoir être toujours plus efficaces. En tout cas, merci pour vos témoignages. Oui, Madame Chabat. Sur la question des données, effectivement, les données qu'on a avancées, notamment sur les PME, les considérations sociales, environnementales, etc., viennent en fait de l'OECP. Jusqu'à présent, on avait une difficulté, c'est que dans la restitution des données faites par l'OECP chaque année, il y avait une première ligne État et hôpitaux publics. Donc en fait, on travaille effectivement avec l'OECP pour faire la différence entre l'État et les hôpitaux publics. Et donc là, effectivement, c'est un mouvement qu'on a enclenché. Et donc, ce qu'on vous a transmis là, en fait, c'est les premières données qui sont effectivement de l'OECP. Entendu. Merci à vous. Nous poursuivrons nos échanges, en particulier dans le cadre des questionnaires qui vous ont été adressés. Et puis, si dans les semaines qui viennent, parce que nous avons prévu de rendre le rapport public à la toute fin du mois de juin ou au plus tard au tout début du mois de juillet, vous souhaitiez nous communiquer des exemples de bonnes pratiques, des points d'attention, de vigilance ou des préconisations supplémentaires, nous restons à votre disposition. Merci à vous.